toutes, j'ai quelque chose à vous annoncer. Figurez-vous que l'histoire est une science. Alors, je vous vois déjà froncer les sourcils, l'air de vous demander si j'ai pas perdu toute ma tête, mais je vais tout de suite vous rassurer, je suis totalement sain d'esprit. On dit sain d'esprit. Les sciences, comme vous le savez sans doute, ou pas, sont très compliquées, complexes et possèdent de multiples ramifications. Ce qu'on appelle des ramifications, ce sont comme les branches d'un arbre. Mais au lieu de vous décrire l'arbre tout entier, ce serait trop compliqué, on va le simplifier en deux branches. Il y a d'un côté les sciences molles et de l'autre côté les sciences dures. Oui, dit comme ça vend pas du rêve. Par contre, non, je vous arrête tout de suite, il n'y a pas d'un côté des sciences qui seraient faibles, qui étudieraient des choses flasques et sans consistance, et de l'autre côté, des sciences qui au contraire seraient fortes et qui utiliseraient des matériaux durs. Et du coup, c'est quoi la différence ? Les sciences qu'on appelle les sciences dures, ce sont les sciences qu'on appelle des sciences de l'exactitude, c'est-à-dire par exemple les mathématiques, la science physique, la biologie, qui se basent sur des observations, sur des expériences, sur des théorèmes et en tout cas sur des choses où on va avoir des justifications qui permettent de nous dire si c'est vrai ou si c'est faux. A l'inverse, les sciences qu'on appelle les sciences molles, ce sont des sciences qui peuvent être contestées et donc dont le résultat peut varier. Pour celles-ci, on va pouvoir citer par exemple l'économie, l'histoire, la littérature, la philosophie. C'est ce qui concerne l'ensemble des sciences humaines en soi. L'histoire, c'est donc une science, certes molle, mais pas moins légitime que les autres. Et comme toutes les sciences, elle se base donc sur une méthodologie. Contrairement à certaines affirmations et contestations qui diraient que l'histoire, ou le passé, n'existe pas, nous sommes au regret de vous annoncer que si, en fait, ça existe. C'est prouvé. Si certains événements peuvent effectivement être contestés, parce que, faute de preuves, on ne peut pas complètement dire si ça s'est passé de cette façon, c'est ce qui se passe notamment pour l'Antiquité ou pour le Moyen-Âge, en tout cas la majeure partie de ce que nous étudions, de ce que nous expliquons et ce que nous enseignons aux élèves a bien été prouvé comme ayant existé, même si ça s'est passé dans le passé. Oui, puisque c'est le but de l'histoire d'enseigner le passé. Parfois, les élèves me disent « Mais madame, comment on sait tout ça ? En vrai, qu'est-ce qui nous prouve que c'est la vérité ? Et si tout était inventé ?» Alors, si tout était inventé, ça voudrait dire que je suis professeure de fables, donc de littérature, ou la descendante de La Fontaine. Donc je vous renvoie d'ailleurs à cette occasion à une vidéo que j'avais précédemment faite pendant le confinement, lorsque je m'ennuyais, où je récitais les différentes fables de La Fontaine, donc n'hésitez surtout pas à aller la voir. Bonjour, monsieur le corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit : « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Elle est ancienne, mais pourquoi pas faire revivre certaines vidéos. Donc, si j'enseignais des fables, je ne serais pas professeur d'histoire. Cela remettrait donc totalement en cause l'exercice même de mon métier. Ce qui serait triste quand même. Donc, pour répondre à leurs questions, je vais me baser sur ce qu'on m'a appris à l'université. Comme quoi, faire des études et être formé, ça peut aider. Et je leur sors mes fameuses questions sur document. Technique imparable pour voir les élèves soupirer et me dire « Oh non, encore des questions !» Oui, je sais. Encore des documents. Et souvent, effectivement, vous aussi, quand vous étiez à l'école, certainement, ou si vous l'êtes encore actuellement, vous vous dites à chaque fois qu'un professeur d'histoire, ou un autre professeur d'une autre discipline d'ailleurs, vous donne des documents. Encore des questions. Oui, certes, sauf que s'il y a bien une trame qu'on a en commun avec les disciplines des sciences humaines, c'est qu'on est obligé d'interroger des écrits pour pouvoir essayer de les analyser et de les interpréter. Pour reconstituer le passé, l'historien va se baser sur ce qu'on appelle des sources, et non pas des sources. Ces sources, ce sont toutes les traces du passé qui vont permettre à l'historien, et donc à notre élève, de comprendre, de dater et d'analyser. Étudier l'histoire, ce n'est donc pas juste apprendre des dates par cœur. Ah bon ? Et non ! Lorsque les historiens ont entre les mains une source historique, ils vont l'analyser en s'appuyant sur une méthodologie de recherche qui est basée sur 3 choses. 1. L'observation. En fonction de ce qu'on a, on va se demander, c'est quoi ? C'est un objet ? C'est un livre ? C'est un écrit ? C'est une inscription ? C'est une couronne ? C'est une pièce de monnaie ? À la regarder comme ça, je dirais que c'est 1 euro. Ouais.
Ça m'a pas l'air très ancien dit comme ça. Donc une fois qu'on aura identifié ce qu'on a dans la main, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je possède, eh bien le but c'est de comprendre, d'en comprendre le sens, de comprendre le sens des mots, de comprendre le sens de l'objet, et également de voir s'il n'y aurait pas des références historiques à des événements, à certains personnages. En gros, on va essayer de retrouver d'où viennent ces objets, ces traces du passé, et de les remettre dans le contexte de leur époque. C'est le fameux contexte historique. Là, par exemple, si je regarde, bon, derrière je vois la tête du général de Gaulle, a priori, ça veut dire qu'en tout cas ma pièce, elle date d'après la naissance du général de Gaulle. Ma couronne de laurier, peut-être qu'elle date de l'Antiquité. Alors je vais essayer de la replacer peut-être au temps des empereurs, de Jules César, des Romains. Une fois que j'ai donc pris connaissance du contenu de ce que je possède, il va falloir bien, que je l'étudie et que je l'analyse. On va passer donc ensuite à la partie 2, la critique du document. On va se poser plusieurs questions. Donc c'est un petit peu comme un interrogatoire de police, vous voyez, vous avez votre document et vous dites, toi là, tu vois, je vais interpréter tout ce que tu es capable de me dire afin de pouvoir reconstituer tout ton passé. En gros, les historiens sont des enquêteurs de police. On va se demander, qui a produit le document ? Quelle est la source du document? Est-ce que c'est une source directe ou indirecte? En gros, est-ce que c'est une personne qui l'a écrite dans l'époque et qui a assisté à l'événement? Ou alors est-ce que c'est une personne qui interprète un événement? Ça arrive beaucoup par exemple que vous ayez des historiens de l'Antiquité qui vont interpréter des événements qui se sont passés dans leur propre passé à eux. Ensuite, on va essayer de retrouver quand est-ce qu'il a été produit. La fameuse date qu'on vous demande toujours en histoire, ou en tout cas la période. Puis on va se demander, pourquoi l'a-t-il écrit? Oui, parce qu'en fait, si c'est un biographe qui a écrit une biographie d'un personnage, a priori, peut-être qu'il chercherait à le mettre en valeur. Je sais pas, je dis ça comme ça. Hein. Est-ce un document original ou une copie? Quelle est la nature du document? Quel est le but de l'auteur? De quoi est-ce que ça parle? Est-ce que cet auteur prend position sur l'événement qu'il raconte? Ou est-ce qu'au contraire, il énumère juste des faits, en étant le plus neutre et objectif possible? Et enfin, dernière partie, c'est l'interprétation. Une fois qu'on a eu toute notre partie observation, critique du document, eh bien il faut simplement tirer les interprétations. C'est-à-dire qu'on va essayer de retrouver le sens du document, ou du texte, ou de l'objet, et on va le comprendre en le remettant dans le contexte de son époque où il a été produit, et en restituant également son auteur dans ce contexte. Ou ses auteurs, parce que ça arrive qu'il y ait plusieurs auteurs aussi. Ou pas d'auteur, parce que des fois on n'a pas l'auteur. Ah, du coup il y a un vrai but derrière tout ça. Et oui, petit génie! Tous les professeurs d'histoire, et certainement de littérature, ont un jour posé à leurs élèves la question suivante. Vous allez présenter le document, titre, auteur, nature, date, source, lieu de publication, s'il y en a un, ou d'exposition, si vous êtes sur un tableau. Et tous les élèves ont sûrement un jour répondu. C'est un document? Oui, mais encore. Lire un document, le présenter, l'interpréter, c'est utiliser une démarche d'analyse scientifique qui permet en réalité d'extraire du document des informations qui vont permettre de reconstituer le passé. Et c'est parce que nous possédons toutes ces sources sur un document que l'on peut justement savoir ce qu'il s'est passé dans le passé. Et qu'est-ce qui nous dit que le document est vrai d'ailleurs? Eh ben c'est vrai ça! Attendez, wow. Admettons, il y a une grosse explosion sur Terre, genre une météorite qui tombe du ciel, et tout le monde meurt et disparaît. Et ensuite il y a 1000 ans, allez 2000 ans, comme ça on va prendre une date un peu large, qui passe, et les prochains humains, ils font des fouilles. Et ils tombent sur des traces de notre civilisation. Et genre là, en faisant des fouilles, ils tombent sur mon journal intime. Sauf que dans mon journal intime, moi j'écris pas des choses pour raconter la vie actuelle. En fait, j'invente beaucoup. Par exemple, la dernière fois, j'ai écrit que j'étais l'empereur du pays de la pastèque sacrée et que j'étais décidée à conquérir le pays des citrouilles. Du coup, concrètement, qu'est-ce qui leur prouvera que le pays des citrouilles n'existe pas, ni l'empire de la pastèque sacrée? Justement, c'est bien ce que je suis en train d'expliquer. Admettons donc que notre civilisation ait disparu durant des milliers et des milliers d'années. Et que ceux qui vont nous succéder ensuite retrouvent plus tard quelques traces de notre époque, parmi lesquelles se trouve ton fameux journal intime. Comment vont-ils justement savoir si l'empire de la pastèque sacrée existait bien, ou le pays des citrouilles, et s'il était gouverné par un empereur? Et non un menteur. Et bien justement, il va utiliser cette méthode d'analyse critique, historique, que je viens de t'expliquer. Les historiens du futur vont se demander qui est l'auteur de ce journal et de quand date-t-il? Peut-être que ton âge pourrait être déduit via ton style d'écriture. Ouais, parce que je suis désolée, mais j'ai un scoop. Un ado, ça écrit pas vraiment comme un adulte. À part certaines exceptions. Peut-être dans ton journal auras-tu justement indiqué une date, ce qui permettra de replacer ton journal dans le temps. Ou alors, ils pourront faire des études sur le papier afin d'essayer justement de voir le temps de décomposition de ton papier et de remarquer quand est-ce qu'il a été créé et de quand est-ce qu'il date, ce qui pourrait
aider pour le dater. Ensuite, ils vont se demander dans quel contexte ce document a été écrit. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont peut-être comparer ton document avec d'autres choses, d'autres fouilles, par exemple des vestiges archéologiques ou d'autres documents qu'ils auront pu trouver, afin de savoir si l'époque dans laquelle se trouvait ton journal était une époque de guerre. Et si tu vivais dans une civilisation qui justifierait que l'empereur de l'Empire de la Pastèque Sacrée veuille véritablement attaquer le pays des citrouilles. Dans tous les cas, on peut supposer que les historiens du futur ne se contenteraient pas uniquement de ton journal intime pour reconstituer les traces de notre civilisation. Car l'histoire s'appuie sur des sources et non pas sur une source. Et elle est surtout le fruit d'une comparaison, c'est-à-dire qu'en comparant différentes sources, ça va nous permettre de retrouver la source la plus fiable, ou en tout cas l'événement historique le plus fiable possible. Après, évidemment, encore, c'est toujours sujet à interprétation, mais on va essayer par comparaison d'avoir quelque chose de plus vrai. Si on n'a qu'une seule source, c'est compliqué. Et c'est justement pour ça que c'est plus difficile quand on étudie des civilisations qui sont disparues ou anciennes, ce qui peut être le cas par exemple des Grecs, des Égyptiens, des Phéniciens, des Sumériens, des Étrusques. Et là, vous êtes tous en train de vous demander, mais c'est qui les Étrusques? Pour les civilisations anciennes, si on n'a pas de documents, on va rechercher dans les fouilles archéologiques. Vous savez, ce sont les gros cailloux qui font des ruines. Les sources iconographiques, mais, on dirait Jésus. Les objets, principalement les vases, bon celui-ci n'est pas décoré, mais on pourrait imaginer que ça pourrait être un vase grec sur lequel on aurait des représentations mythologiques ou des activités que pouvaient faire les Grecs à l'époque, par hasard, comme là, vous voyez, ça permet de voir une fête, les Panathénées. On vous a déjà parlé des Panathénées? Bah retournez voir votre cours de 6ème. L'étude des pièces de monnaie. Bon évidemment si vous cherchez à étudier les Grecs, vous évitez les pièces de 2 €, hein. Vous prenez des pièces qui datent de la Grèce antique. Ça n'a pas de sens sinon. Et on va pouvoir également regarder tout ce qui est inscription sur les temples, sur les vestiges archéologiques, donc inscription sur les cailloux. Quand on va s'intéresser au Moyen-Âge, ce qu'il va surtout falloir, c'est détricoter les textes parce que souvent ils sont imprégnés de la vision uniquement religieuse qu'on pouvait avoir de la société à l'époque. Donc il faut sortir ce qui relève du côté mystique, religieux, croyances, pour pouvoir justement voir comment ces croyances interprètent la vision qu'ont les hommes et les femmes de la société à l'époque. Quant à l'histoire plus récente, qu'on soit sur de l'histoire moderne ou de l'histoire contemporaine, et bien là c'est l'effet inverse qui se produit. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir peu de sources, comme c'est le cas pour le Moyen-Âge ou pour l'histoire antique, et bien on va se retrouver à l'inverse surchargé par des sources et par des documents. Donc là, en fait, on en a beaucoup trop et il va falloir détricoter tout ça. Tu m'étonnes, même moi je m'en sors plus avec l'actualité, hein. Franchement, trop d'infos tue l'info. Dans tous les cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que le travail de l'historien, et donc de l'histoire, au-delà de simplement te faire apprendre des dates ou mémoriser des événements par cœur, c'est en tout cas d'analyser des documents afin justement de pouvoir les interpréter, les comparer et ainsi de pouvoir retrouver les traces du passé, afin justement d'avoir la source la plus objective et la plus fiable possible. Alors évidemment, il y aura toujours une part de subjectivité, puisqu'on a dit qu'on était sur une science molle. Je vous renvoie à l'introduction de départ. Mais cela ne veut pas pour autant dire que tout est inventé. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça t'aura aidé à mieux comprendre pourquoi il est important de présenter le document, puis ensuite de l'analyser, que ça rendra tes cours d'histoire un peu plus passionnants ou compréhensifs. En tout cas, que ça te donnera plus envie de répondre aux questions sur les documents qui sont posés par ton prof. Comme ça, il sera super content, puis il arrêtera de te tourner autour en te disant « Tu as lu le document ?» Puisque maintenant, tu sais à quoi ça sert. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci pour votre écoute, et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains enregistrements.